nous allons entendre cet après-midi messieurs Olivier Véran et Adrien Taquet sur le projet de loi de bioéthique. Cette audition, je vous le rappelle, fait l'objet d'une captation en vidéo, messieurs les ministres, en vue de sa retransmission sur le site du Sénat, où elle sera ensuite disponible à la demande. Je vous indique aussi, et je souhaite que vous preniez cela tout simplement, que le ministre des Solidarités et de la Santé doit nous quitter vers 18h15, 18h30, 18h15, et que M. Taquet donc, pourra, lui, répondre par la suite à la suite des questions. Je vais immédiatement donner la parole au ministre pour un bref propos liminaire afin de laisser le maximum de temps aux échanges avec d'abord nos rapporteurs, ensuite nos collègues. Monsieur Véran, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, cher Alain Milon, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Oui, je devrais vous le laisser parce que je suis convoqué après dans un autre Parlement, à l'Assemblée nationale, pour cette fois-ci sur l'état d'urgence sanitaire. Donc, je suis ministre en charge de beaucoup de sujets en ce moment, ce qui fait à la fois le côté passionnant du ministère, mais à la fois qui m'oblige parfois à des dédoublements quelque peu périlleux et je ne voulais certainement pas bâcler cette audition. Et je remercie beaucoup Adrien Taquet qui prendra la suite et qui a participé depuis le début à l'élaboration du texte et à l'ensemble des débats dans les deux chambres. Donc le projet de loi bioéthique arrive en deuxième lecture et c'est une bonne chose. Après un an de débats que je crois riches et passionnants, avec des interrogations sincères, des doutes, des convictions en train de se forger, des convictions qui se sont forgées ou qui ont pu d'ailleurs évoluer au fil des débats. Je souhaite d'abord vivement que ce texte puisse être adopté de façon définitive avant l'été. Ce serait une bonne chose, car il est porteur de droits nouveaux et que beaucoup de Français, beaucoup de familles, actuelles ou en devenir, attendent que la loi soit adoptée, promulguée, applicable pour pouvoir en bénéficier. Le débat, je le disais en première lecture, a été un débat qui a été riche, mais il a été aussi serein et respectueux des positions de chacun. C'est dans cet esprit que tous les membres du gouvernement, qui portent avec moi ce texte, envisagent les prochains débats sénatoriaux. Plus qu'un autre texte, les textes de bioéthique, les lois de bioéthique, se contentent peu des délégations de vote et des consignes de groupe. Ce rapport très subjectif, très personnel et très intime au texte a des avantages. Je pense en particulier à l'enrichissement de certaines dispositions en première lecture par les parlementaires, s'agissant par exemple des enfants présentant des variations de développement génital, ou la réalisation en première intention d'un examen des caractéristiques génétiques chez le nouveau-né dans le cadre du dépistage néonatal pour la recherche d'anomalies. Moi-même, d'ailleurs, j'étais parlementaire en première lecture et j'étais ministre en charge en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. J'ai pu ainsi aussi faire évoluer, à la marge, mais un certain nombre de positions par rapport à mes prédécesseurs sur ce texte. Il a aussi des inconvénients qui tiennent à la difficulté de conclure et de nous dire à la fin, voilà ce que le droit accepte de la science. Notre responsabilité est grande, elle n'est pas écrasante, mais elle nous oblige à faire des choix. Ces choix, nous les ferons ensemble parce que c'est au Parlement et nulle part ailleurs qu'ils doivent être faits. J'entends les questions sur le calendrier, la temporalité de l'examen de ce texte, et je le disais, je souhaite que la navette puisse se poursuivre et qu'elle puisse aboutir. J'observe à cet effet que si des divergences subsistent sur l'extension de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, celles-ci se concentreront davantage sur la prise en charge que sur l'extension proprement dite. Le gouvernement a fait le choix, il a été salué, de ne pas engager la procédure accélérée. Ça signifie que nous prenons le temps du débat, mais aussi que plusieurs lectures sont nécessaires avant l'adoption définitive de ce projet de loi. Je suis prêt à débattre des dispositions de ce projet, prêt à répondre à toutes vos interrogations. Une dernière remarque avant de conclure, afin de laisser tout le temps aux questions. Les équilibres défendus en première lecture pour le gouvernement perdurent. Équilibre entre avancée sociale et préservation des principes, équilibre entre ouverture des techniques permises par les avancées scientifiques et attachement au respect de l'être humain dans leur application. L'irruption des techniques génétiques interroge notre rapport à la médecine, aux patients et finalement à l'humain. Avancer sans crainte n'est pas avancer à n'importe quel prix, quoi qu'il en coûte. Nous sommes sur une ligne de crête entre le possible et le souhaitable, entre des parcours individuels parfois douloureux et des conséquences collectives acceptables. C'est l'honneur, je le disais, du Parlement que d'avoir à débattre de sujets d'importance, les principes attachés aux dons de gamètes, la poursuite de l'AMP en cas de décès du conjoint, l'accès aux origines personnelles, les tests génétiques. Chaque voix doit être entendue et en fin de discussion, nous trouverons ensemble, j'en suis convaincu, les bons équilibres et les nuances utiles
pour un texte dont chacun pourra être fier, un texte qui ouvrira de nouveaux droits sans rien céder à nos valeurs. Je vous remercie. Si vous m'y autorisez, effectivement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, très brièvement, me permettre tout d'abord de vous présenter à toutes et à tous les meilleurs vœux pour cette année 2021. Je formule le souhait qu'elle soit pour le gouvernement, mais aussi pour le Parlement, pour le Sénat, l'occasion de poursuivre un effort commun qui a si souvent porté ses fruits. Le texte qui nous intéresse aujourd'hui en est d'ailleurs, je pense, pour effectivement avoir participé à une grande partie des débats, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, un très bon exemple, et je suis heureux que nous puissions reprendre le travail extrêmement rigoureux qui nous avait occupé ici l'an dernier. Même dans cette actualité qui nous accapare, nous sentons bien à nouveau à quel point les sujets portés par ce texte dépassent à la fois les clivages politiques, les polémiques du quotidien, et à quel point ces enjeux nous préoccupent tous personnellement, intimement parfois aussi, souvent, sur ces sujets-là, et appellent en même temps de nous une responsabilité collective à la hauteur. Ces réflexions, vous le savez, me tiennent peut-être d'autant plus à cœur qu'elles renvoient souvent dans ce texte à la prise en considération de l'intérêt de l'enfant et à la reconnaissance aussi de la diversité, toute la richesse, et à l'égalité aussi des modèles familiaux. Autant de préoccupations que je sais être largement partagées dans cette salle, même s'il y a évidemment des débats et qu'ils se poursuivront. Autant de considérations qui ne peuvent attendre et qu'on ne saurait repousser. Je rejoins à cet égard le ministre Olivier Véran. Il y a là la concrétisation d'attentes fortes de la société et puis d'un engagement clair du gouvernement. Nos échanges permettront bien évidemment, Olivier Véran l'a rappelé, de reparler de l'extension prévue de l'accès à l'assistance médicale à la procréation, de la question de l'accès un certain nombre de données d'information pour les personnes nées d'AMP ou dans le secret, sous le secret, ou encore de la définition du diagnostic prénatal. Certains de ces sujets ont été récemment abordés dans d'autres textes, que ce soit lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous avez eu à débattre l'automne dernier, mais aussi de la proposition de loi qui a été portée à l'Assemblée nationale par la députée Monique Limon et qui est la traduction d'un rapport qui avait été conjointement conduit par Monique Limon, mais aussi par la sénatrice, la rapporteure Corinne Imbert, ici présente. Et cette proposition de loi viendra devant vous prochainement. Je ne connais pas encore, je ne maîtrise pas évidemment l'ordre du jour du Sénat, mais vous aurez l'occasion de l'examiner évidemment. Voilà, ces initiatives, ces approfondissements montrent bien à quel point le texte bioéthique, ce qu'il comprend, est attendu. Et derrière le ministre Olivier Véran, c'est tout un collectif gouvernemental, avec nos deux ministres garde des Sceaux et ministres de l'enseignement supérieur, de nombreuses administrations qui œuvrent à faire aboutir ce beau projet de loi. Dans cette optique, l'apport du Sénat est incontournable, l'a été, le sera, indispensable, et nous nous réjouissons de pouvoir en débattre encore avec vous à compter d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais immédiatement, puisque le temps nous est compté, passer la parole à nos rapporteurs, en commençant par Madame Jourdain. Merci, Monsieur le Président. Ai-je droit à plusieurs questions ou dois-je les poser une par une? Vous avez droit à toutes les questions que vous voulez. Je vous remercie. Ma première question, messieurs les ministres, a trait à un propos qui a été tenu par notre collègue député, M. Touraine, qui est également un des rapporteurs de ce texte, qui indique vouloir, je cite, « légitimer une procréation sans sexe pour tous ». Est-ce aussi votre vision de l'évolution sociétale que vous voulez voir sanctionnée par ce texte? C'est ma première question. Ma deuxième question porte sur le fait que, simultanément, l'assistance médicale à la procréation va être étendue. Et également, votre souhait est de lever l'anonymat pour les donneurs de gamètes, ce qui crée une crainte de pénurie en raison de la simultanéité de ces deux décisions. Où en sommes-nous du stock existant et y a-t-il eu un impact de la crise Covid-19 sur ce stock? Et enfin, deux autres questions d'ordre plus juridique. Quelle est votre position sur la gestation pour autrui, sachant qu'elle est actuellement interdite par le droit français, mais que par le biais des transcriptions, la jurisprudence finalement contourne cette interdiction? Comment envisagez-vous cet élément? Et dernière question sur la filiation. Il y a eu des évolutions à l'Assemblée nationale sur la façon dont la filiation pour les couples de femmes a été envisagée.
Il a notamment été rétabli le fait que la mère était la femme qui accouche, ce qui est un peu le b.a.-ba de la filiation maternelle, mais elle est obligée néanmoins de reconnaître cet enfant, ce qui est une régression par rapport au droit existant. Le Sénat avait proposé des techniques de filiation qui étaient directement inspirées de ce qui existait déjà. Pourquoi s'y opposer? Je vous remercie. Vous répondez ou je fais l'ensemble des rapporteurs? Comme il me plaît. Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Donc, s'il plaît à Monsieur le Président, je voudrais juste, en introduction, avant de poser 3 questions, faire 2 petites remarques. La première, c'est que je voudrais saluer le travail sur les articles dont je suis rapporteur de l'Assemblée nationale, de nos collègues de l'Assemblée nationale, qui ont retenu un certain nombre des dispositions, y compris des dispositions importantes que nous avions adoptées dans l'hémicycle. Certains articles ont été votés conformes, d'ailleurs. Et voilà, et je trouve qu'il y a une co-construction législative qui, en l'occurrence, a démarré sur des bases de qualité. Je parle encore une fois sur les articles dont je suis le rapporteur, et ce qui témoigne de la nécessité de prendre du temps pour bien faire la loi, encore une fois. Ma deuxième remarque vise le propos général du ministre de la Santé. Ce texte, tout le monde l'a constaté, a été... Cette révision des lois de bioéthique accueille donc une réforme qui n'était pas nécessairement à inscrire dans la loi de bioéthique, mais qui n'est pas illégitime non plus dans la loi de bioéthique, la réforme de l'AMP, de l'aide médicale à la procréation. Et ça a nourri un discours politique d'équilibre dans l'ensemble du texte, qui est en gros voilà, une réforme progressiste, d'ouverture, de nouveaux droits. Et quand il y a équilibre, eh bien forcément, de l'autre côté, il y a une position qui est moins ouverte. Et moi, je regrette que sur les questions généralement de recherche et de recherche génomique, le texte, dans son état actuel, ne soit pas un texte de très grande ouverture. Et je crois que ça fait écho d'ailleurs sur ces questions de recherche à l'état actuel de la recherche française. On en parle beaucoup sur le Covid et sur ce que produit notre pays. Durant l'examen de la loi de bioéthique, nous avons beaucoup évoqué la nouvelle technique en recherche génomique du CRISPR-Cas9. Les Français ont découvert que c'est une Française qui a mis au point cette technique, mais qu'elle est partie, qu'elle a quitté notre pays et qu'elle a expliqué pourquoi elle avait quitté notre pays. Et je crains que ce texte, dans son état actuel, ne réponde pas à la nécessité de donner à nos chercheurs la capacité de travailler sereinement dans notre pays. J'en viens à mes 3 questions, Monsieur le Président. Donc, la première, c'est que nous avions introduit sur la question du don d'organes la création d'un statut de donneur d'organes. Donc, je dois dire avec beaucoup d'humilité que nous avons conscience des limites de ce que nous proposons, de l'imperfectibilité totale de ce que nous avons proposé. Mais nous sommes dans une situation où il faut actionner tous les leviers pour progresser sur cette question du don d'organes. L'Assemblée nationale a souhaité supprimer notre proposition et vous avez, semble-t-il, approuvé cette suppression. Comment est-ce que quelle proposition comptez-vous faire à ce moment-là si vous ne retenez pas, encore une fois, la création de ce statut de donneur d'organes et d'une reconnaissance symbolique qui soit plus forte sans qu'il n'y ait de contrepartie? Je n'ouvrirai pas le débat là-dessus, mais on en est tous d'accord là-dessus. Deuxièmement, nous avons ouvert le don du sang aux mineurs de 17 ans. L'Assemblée nationale l'avait fait dans une proposition de loi qui avait été votée à l'initiative de Damien Abad en 2018. Et l'Assemblée nationale, cette fois-ci, a souhaité revenir sur cette disposition. Nous avons entendu les explications du président lors d'une autre audition, d'ailleurs, du président de l'établissement français du sang. Des arguments techniques, je dois dire, qui ne nous conviennent, qui ne nous paraissent pas pertinent et pas devoir impacter et remettre en cause cette ouverture. Or là aussi, vous avez fait vôtre les objections de l'établissement français du sang. Bon, je rappelle très rapidement, les jeunes feraient plus de malaises vagaux, ils seraient plus exposés à des carences en fer, et puis une question très technique sur l'autorisation des parents qui serait... Donc là aussi, j'aimerais avoir votre précision. Et puis dernièrement, 3e et dernier point, vous avez fait adopter, alors là contre l'avis de la commission spéciale de l'Assemblée nationale,
Et nous avions, nous, dans l'hémicycle, le même avis. Vous avez fait adopter donc un amendement de la France Insoumise qui vise à rétablir la présomption de consentement dans le cas du don post-mortem des personnes bénéficiant d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Et cette présomption de consentement nous paraît être là sur un plan éthique extrêmement contestable. Donc cet amendement de la France Insoumise a été adopté avec votre soutien. Pouvez-vous nous réexpliquer votre position? Je vous remercie. Merci bien. Madame Imbert va prendre la suite. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les ministres. Trois questions, si vous le permettez. Tout d'abord, en première lecture, le Sénat a ouvert la possibilité de rechercher, dans le cadre du dépistage néonatal que vous évoquiez dans vos propos liminaires, Monsieur le Ministre, des anomalies génétiques ciblées, listées par arrêté du ministre de la Santé. Il s'agit de dépister des anomalies à l'origine de pathologies très graves qui font aujourd'hui l'objet de thérapies géniques prometteuses qui représentent un véritable gain de chance pour les personnes concernées, à condition que ces thérapies soient administrées à un stade précoce chez le jeune enfant, idéalement avant l'apparition des premiers symptômes. Donc je me félicite que le gouvernement ait conservé cet objectif en deuxième lecture à l'Assemblée, le dépistage néonatal devenant ainsi un programme de santé national avec une base légale. Pourriez-vous nous indiquer si à l'avenir des affections génétiques telles que certaines formes d'amyotrophie spinale infantile pourront bien faire partie de la liste des maladies recherchées dans ce cadre afin de permettre la prise en charge la plus précoce possible des enfants concernés. Deuxième question. L'été dernier, devant l'Assemblée nationale, vous avez annoncé le lancement dès l'automne 2020 d'un projet de recherche multicentrique sous la forme d'un programme hospitalier de recherche clinique dans 7 centres hospitaliers concernant le diagnostic préimplantatoire. Le contexte sanitaire a-t-il permis le lancement de ce projet de recherche dans les délais prévus et quels sont ses principaux objectifs? Et puis, troisième question qui concerne le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie. Ceci a été introduit par le Sénat en première lecture, contre l'avis du gouvernement, supprimé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pourriez revenir, au-delà des reproches qui ont été faits sur ce sujet-là, d'une façon un peu, j'allais dire, primaire, revenir sur ce qui vous gêne sur ce sujet-là, sur le diagnostic, en rendant possible le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie. Merci bien. Monsieur Hainaut, pour conclure le cycle des rapporteurs. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Monsieur le ministre, vous avez parlé de ligne de crête dans votre propos préliminaire, et je crois que c'est un terme qui convient bien à ce qui concerne la recherche sur les embryons transgéniques ou les embryons chimériques. On a d'ailleurs eu des discussions assez approfondies sur ces questions en commission spéciale et puis lors de la séance plénière du Sénat. On est naturellement partagé et chaque collègue en conscience s'interroge parce qu'il y a un versant où on se dit peut-être qu'on peut améliorer la vie et la fin de l'orthopédie froide par exemple, comme ça nous a été cité, et puis il y a un autre versant où on craint de bouleverser la vie et notamment lorsqu'on évoque le génome. Alors ma première question, elle est toute simple. Quelle est la doctrine du gouvernement pour ce qui concerne cette question de la recherche sur les embryons transgéniques et chimériques, sachant que, bien évidemment, il s'agit ici d'une loi bioéthique en France, ici au Parlement, au Sénat, mais c'est un problème bien plus large qu'on ne peut pas seulement regarder à l'échelle de nos frontières. Et la deuxième question sera plus précise, elle concerne l'article 12, et notamment vous avez continué à exclure la possibilité de recourir à l'imagerie cérébrale fonctionnelle pour ce qui concerne l'expertise judiciaire. Est-ce qu'il y a des éléments probants sur certains cas d'utilisation qui ont été abusifs et qui vous ont fait, qui ont poussé l'Assemblée nationale à prendre cette décision? Je vous remercie. Merci bien. Je vous laisse répondre à cette salve de questions. Pardon.
Je vais terminer de noter la dernière question. Il y en a beaucoup. Je crois qu'on fait même un tour assez global des grands enjeux du texte. Il y en a d'autres. Je ne suis pas compétent pour répondre à toutes les questions que vous avez posées, mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis ministre en charge des solidarités et de la santé. Certaines questions que vous avez abordées relèvent du garde des Sceaux et d'autres relèvent de la ministre de la Recherche. Je vais néanmoins, ayant suivi dans la globalité le texte, me risquer à des réponses, mais qui seront forcément moins techniques et pointues que celles qu'auraient fait mes collègues ministres s'ils avaient été à mes côtés. D'abord, pour madame la sénatrice Jourda, vous posez presque une question philosophique initiale de la procréation sans sexe pour tous. Alors, ce n'est pas une expression que j'ai employée, mais vous avez signalé que c'était un député à l'Assemblée nationale qui avait employé cela. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je ne suis pas du tout transhumaniste, même vraiment pas transhumaniste. Je suis plutôt pragmatique, en l'occurrence, et je considère, mais c'est le cadre général des lois de bioéthique, ça rejoint un peu une remarque du sénateur Jomier, c'est souvent la loi galope après la société. On a souvent beaucoup de retard, on peut considérer du retard, ou d'ailleurs pas, mais souvent on constate que la loi entérine des pratiques existantes. Le cas de la PMA pour les femmes seules ou pour les couples de femmes est emblématique. Ça fait plus d'une décennie que les femmes qui souhaitent, seules ou en couple, bénéficier d'une PMA et fonder une famille et avoir un enfant, peuvent le faire. La seule condition, c'est qu'elles aient suffisamment d'argent pour pouvoir aller le faire à l'étranger. Et ça, c'est pas acceptable. Donc parfois, je ne dis pas que tout ce qui est interdit doit être autorisé en raison du fait que ce serait pratiqué. Je dis juste qu'il y a des pratiques qui sont entérinées dans la société et qui ne sont pas entérinées dans le droit. Et moi, je n'ai aucune difficulté à reconnaître le droit pour les femmes, qu'elles soient seules ou en couple, de pouvoir bénéficier d'une PMA. Aucune difficulté. Ce qui ne veut pas dire que je nierais toute différenciation sexuée et que je nierais à la fois le rôle parental social, le parental biologique, etc. Donc je nierai pas, si vous m'y autorisez, dans ce type de débat. J'ai ma propre conception, mes propres convictions, mais je suis un progressiste pragmatique. Je ne suis pas du tout sûr qu'on aille au bout des idées que je pourrais porter dans un texte de bioéthique. C'est pas aussi pour répondre au sénateur Jomier. Et une loi de bioéthique, par définition, elle est faite pour évoluer puisqu'elle est révisée tous les 5 ans. Et donc, peut-être qu'on peut trouver que l'intervalle de 5 ans est long. Je pense que c'est un intervalle qui est déjà suffisant, en tout cas compte tenu du fait que ce texte est lui-même dans le circuit depuis plus de 2 ans. Sur la question maintenant très pratique du stock de gamètes, y a-t-il pénurie de gamètes? C'est un risque. On est déjà en flux tendu, que ce soit sur les spermatozoïdes ou sur les ovocytes, un risque qu'on prend très au sérieux. Je ne crois pas qu'il y ait du tout de baisse de donneurs avec la question de l'accès aux origines, pas du tout même. Et d'ailleurs, c'est confronté au fait, parce que d'autres pays l'ont fait, qui n'ont pas rencontré de diminution des donneurs. Parfois même, c'était plutôt l'inverse. Le don, c'est une pratique qui est encore confidentielle. Les campagnes de recrutement se font à minima. Il faut qu'on insiste, il faut qu'on promeuve le don, qui est un acte généreux, un acte altruiste. Et je ne crois pas du tout que la loi soit amenée à réduire davantage le nombre de gamètes disponibles. Sur la question de la GPA et de la jurisprudence, il y a eu de très très longs débats sur cette question-là à l'Assemblée et au Sénat. Le gouvernement est opposé à la pratique de la GPA et le gouvernement est opposé au principe d'un enfant qui serait apatride de fait, faute de pouvoir lui reconnaître. Mais je vois qu'Adrien Taquet prépare le micro, je lui laisse compléter. Oui, non, juste pour compléter là-dessus et répondre aussi à la question suivante sur la question de filiation. Effectivement, de nombreuses reprises, les différents membres du gouvernement au banc et à l'Assemblée nationale et au Sénat ont pu affirmer l'opposition du gouvernement à la GPA. Parler de ligne rouge pour nous, et nous le réitérons, je pense, ici devant vous. Vous avez parlé de jurisprudence qui permettrait de contourner cela. À l'Assemblée nationale, me semble-t-il, en seconde lecture, nous avons réintroduit un amendement qui permet justement de contrevenir à la jurisprudence de la Cour de cassation, et par contre d'être en conformité par ailleurs à ce que disait la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle demande à ce que des procédures filiation puissent être mises en œuvre, d'une part, et avec une certaine célérité, d'autre part. Et nous avons confirmé notamment la voie de l'adoption pour ce faire,
étant entendu que dans la pratique, peut-être, il est vrai, le critère de célérité n'a pas toujours été rempli et que nous évertuons à que cela soit le cas. Voilà. En tout état de cause, s'agissant des transcriptions judiciaires, c'est toujours sous l'autorité du juge, évidemment, en prenant en considération l'intérêt de l'enfant et la prise en considération des conditions dans lesquelles l'enfant a pu être conçu, notamment l'appréciation du projet parental au moment de la conception et puis au moment de l'examen de la situation. Voilà, donc sur ces aspects-là, le gouvernement n'a pas évolué, a été conforme, je crois, à la position qu'il avait dès le départ et s'était vertué au fil des lectures à maintenir cette position. Et sur la filiation ? Sur la filiation, pas d'automaticité. Sur la transcription, c'est toujours, une fois encore, sous contrôle judiciaire et avec la vérification des conditions de conception et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ah, pardon. Sur cet aspect-là, si vous pouviez répéter votre question, parce qu'effectivement, comme c'était lié à la GPA, Qui n'a pas donné naissance doit aller déclarer. Enfin, qui a donné naissance doit aller déclarer. Par rapport aux lois existantes et le fait que le Sénat ait repris les modalités d'établissement de la filiation existant, alors qu'on a clairement inventé quelque chose à l'Assemblée nationale comme une filiation indivisible, ce qui n'a jamais existé en droit et ce qui n'est d'ailleurs pas nécessaire. Pourquoi ? Madame la sénatrice, il y a eu de très longs débats et c'est vraiment ça relève de la compétence du garde des Sceaux. Je crois qu'il est en ce moment auditionné par la commission des lois, donc il ne peut pas être ici, mais il est à la commission des lois du Sénat. Donc c'est sans doute mal goupillé, mais c'est lui qui était au banc. Il y a un équilibre qui a été trouvé avec la rapporteure et l'ensemble et une majorité de parlementaires présents en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur un équilibre. C'est un texte qui emporte beaucoup de conséquences en droit avec une technicité que je ne peux m'approprier ici dans le cadre de cette audition. Je le comprends, Monsieur le Ministre, ça n'a effectivement pas votre rôle. Lorsque j'ai voulu en parler avec le garde des Sceaux, un rendez-vous m'a été refusé et il est dommage que personne ne puisse échanger sur ce point qui, comme vous le dites, est un point important s'agissant du droit de la filiation. Je prends bonne note et je lui transmettrai. Mais encore une fois, il aurait pu être avec nous s'il n'avait pas été lui-même convoqué par la commission des lois au même moment. Encore une fois, on est à la disposition du Parlement, mais on n'a pas légalisé le clonage ni des ministres ni des Français. Ça n'est pas l'objet du projet de loi. Mais je lui transmettrai évidemment. Non, mais je lui transmettrai. Pour monsieur le rapporteur, le sénateur Jomier, est-ce qu'on est assez progressiste sur la recherche en génomique ? Là aussi, si Frédérique Vidal était là, elle vous répondrait mieux que moi. On peut avoir chacun nos convictions et nos sentiments sur ce que c'est que le progressisme en recherche génomique. Toujours est-il qu'on ouvre quand même un certain nombre de cadres et de portes pour pouvoir faire progresser la recherche. Je crois qu'il y a ce texte est porteur de cette ambition-là et que beaucoup d'ailleurs d'ambitions, j'y reviendrai sur le DPIA, ne relèvent pas du droit, en tout cas ne relèvent pas de la loi, mais peuvent être autorisées par l'expérimentation et la recherche scientifique elle-même. Pas de statut à conférer aux donneurs d'organes. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on donne un statut particulier. Alors, il y a une journée nationale des donneurs d'organes. On sensibilise, on communique, on accompagne les donneurs d'organes, mais la neutralité financière est un principe important et je crois aussi que la neutralité tout court vis-à-vis de l'acte du don est un principe important. Donc, je ne suis pas favorable pour leur donner un statut particulier. La question du don de sang à des mineurs est une question qui est compliquée. J'avais commis un rapport pour le compte du Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, en 2013 sur la filière du sang et j'avais eu à me prononcer sur le don du sang des mineurs. Spontanément, j'ai été plutôt favorable. Et en discutant et en rencontrant et en auditionnant les fédérations de donneurs, mais aussi les fédérations d'un certain nombre de malades qui reçoivent des produits issus du don, ma conviction s'est forgée que ce n'était pas une bonne idée. Il y a plusieurs raisons à cela. Alors, il y a une première raison qui, malgré tout, est une raison somatique, dans le sens où quand vous êtes mineur, 17 ans, eh bien, vous êtes plus à risque de développer des malaises cardiaques parce que vous pouvez avoir une corpulence qui est assez fragile et donc il faut protéger ces personnes. Mais vous avez un argument qui est juridique, qui me semble déjà en lui-même suffire, puisque nous avons débattu, et nous débattons d'ailleurs dans la loi de bioéthique, de la question de l'auto-questionnaire qui porte sur les pratiques sexuelles des individus. Or, une personne mineure doit recueillir l'accord de ses parents dans le cadre d'une activité sanitaire, en rapport avec le sanitaire. Et donc, il faut aussi pouvoir préserver l'intimité de la personne quand elle va donner son sang. Et une personne mineure qui irait donner son sang serait finalement je dirais, exposé au risque que ses parents aient à en connaître sur ses propres pratiques sexuelles. Ne serait-ce que parce que si, à l'issue du questionnaire,
il ne pouvait pas donner son sang finalement, eh bien ça mettrait la puce à l'oreille de ses parents. Donc il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées, encore une fois, par les associations de donneurs, de receveurs. Je ne sais pas si vous les avez auditionnées ou si vous comptez le faire. Je crois que leur position n'a pas changé année après année sur ce sujet. Sur la présomption de consentement post-mortem pour le don d'organes, là aussi... Moi, j'avais auditionné il y a quelques années de cela des responsables d'associations qui militent pour faciliter le don d'organes, et j'avais rencontré des médecins coordonnateurs de cellules de prélèvement multi-organes ainsi que des infirmières qui s'occupent de contacter les familles, etc. Et on se rend compte qu'il y a une divergence assez importante entre le souhait exprimé par les Français quand on leur pose la question de si vous êtes en état de mort cérébrale, êtes-vous favorable à ce qu'on prélève vos organes, et le taux de refus par la famille lorsque la personne est en mort cérébrale et qu'on lui pose la question. Dans l'idéal, chacun remplirait des consignes pour que les choses soient claires, mais on sait très bien que ce n'est pas la pratique. Et de fait, cette divergence, je ne sais plus le pourcentage, mais il était vraiment important. Le taux de refus est beaucoup plus important quand on pose la question à la famille que si on l'avait posé à la personne de son vivant. Et donc, ça veut dire que c'est autant d'organes qu'on ne peut prélever et qu'on ne peut donc pas greffer, et autant de vies qu'on ne peut pas améliorer, voire sauver. Donc oui, nous avons donné un avis, le gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement que j'aurais pu, à titre personnel, moi-même, déposer dans le cadre de ce projet de loi. Pour Madame la rapporteure, Madame la sénatrice Imbert, sur le dépistage néonatal, peut-on avoir une extension vers des maladies telles que la myotrophie spinale infantile? Il y a des maladies qui n'étaient pas curables, génétiques, et qui le deviennent, avec de la thérapie génique notamment. La myotrophie spinale fait partie de ces maladies qui sont devenues curables. Et j'ai eu à accompagner des familles dont un des enfants était atteint de cette pathologie et le deuxième pouvait éventuellement en bénéficier. Et ce sont des gens qui militent pour qu'on puisse faciliter la recherche et le dépistage. Il faut d'abord qu'on puisse être en capacité, avant de définir quels sont les types de pathologies qu'on peut dépister à titre systématique, parce qu'il peut y avoir un dépistage ciblé lorsque vous avez une suspicion, mais avant d'avoir un dépistage systématique, je pense qu'il faut procéder de la même manière que ce qui a été fait s'agissant de troubles métaboliques, la phénylcétonurie par exemple, ou l'insuffisance urinalienne à la naissance. Il faut déjà avoir un certain nombre d'enfants atteints de cette pathologie, disposer d'un traitement et d'un moyen de diagnostic clair. Mais moi, j'ai envie de vous dire, et je reviens à ma position pragmatique initiale, je n'ai pas envie, et comme médecin c'est assez spontané et naturel, de limiter dans nos capacités à dépister des maladies qui peuvent emporter des conséquences sanitaires terribles sur les enfants qui viennent de naître ou à naître et qui pourraient être curables. Donc c'est à la science de faire son chemin et de faire ses propositions. Le cadre légal de la recherche, il est amené à évoluer de manière à faciliter un certain nombre de dépistages. Je ne suis pas sûr qu'il faille inscrire dans le droit et dans le marbre de la loi une liste déterminée de pathologies, de maladies, sans quoi il faudra à chaque fois la loi pour le faire évoluer. Sur la question du DPI, on m'a posé la question du PHRC, Programme hospitalier de recherche clinique. Il est prévu pour durer 30 mois en termes de durée de recrutement, période de traitement et de suivi de 18 mois, durée globale de recherche de 48 mois, date de fin de la recherche à septembre 2025. Donc je ne peux pas vous donner de résultats, évidemment, sur cette question-là. À la fin 2020, le projet n'a pas encore été autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Le premier dépôt de dossier a été effectué en novembre 2020. Des demandes de précision ont été soumises aux investigateurs. Elles portent particulièrement sur les critères d'exclusion qui écartent à ce stade les patientes aux antécédents de fausses couches spontanées et d'échecs d'implantation. Mais ça va bouger. Sur le DPIA, c'est une question qui est très complexe. On a eu un très très long débat à l'Assemblée nationale en deuxième lecture avec des majorités qui ont pu tanguer et puis finalement qui se sont figées de façon assez forte pour en rester à ce qui était la proposition du gouvernement, à savoir la recherche clinique telle qu'elle existe aujourd'hui dans le cadre du projet de recherche clinique. Pourquoi ? Moi, j'avais fait un raisonnement qui était le suivant. Le projet de recherche clinique, il peut démarrer tôt, il va concerner 7 centres et il nous permettra d'avoir des résultats rapides qui permettront de savoir si oui ou non c'est bien et ça peut être utile et dans quelles conditions. Et j'avais dit aux sénateurs, le projet de recherche clinique, je ne sais pas s'il est en cours ou en tout cas il va démarrer, on a dit, là il va bientôt. Et donc ça nous permettra d'avoir des résultats plus rapides et avoir des réponses à nos questions de façon plus rapide et pragmatique que si on devait entériner dans la loi une pratique à laquelle se refuse un certain nombre de professionnels parce qu'ils préfèrent d'abord l'expérimenter. Et en fin de compte, j'avais eu ce raisonnement qui consistait à dire, si vous êtes contre le DPIA, votez contre l'article qui autoriserait le DPIA dans la loi, et si vous êtes pour le DPIA, votez contre aussi parce que le PHRC ira plus vite. Et donc finalement, il y a eu une majorité pour pouvoir en rester au PHRC, et je crois que c'est une position de pragmatisme.
Pour le sénateur, monsieur le sénateur Hainaut, vous m'avez posé des questions sur alors, les embryons transgéniques et chimériques. Je vous avoue que c'était vraiment la partie de Madame la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Je ne voudrais pas me risquer sur un terrain que je ne maîtriserai pas parfaitement, donc je vous propose de lui transmettre vos questions si vous le souhaitez, pour qu'elle puisse y apporter une réponse avant l'examen du texte. Pardon pour ça. Quant au recours à des techniques de diagnostic à visée neurologique dans le cadre de procédures judiciaires, je cherchais si j'avais mes éléments, parce qu'il fallait que je me remette ça à jour pour la nature précise des examens qui étaient en cause. Si vous me permettez, je vous y réponds juste après la prochaine salve de questions, parce que c'était la dernière et je n'ai pas eu le temps de... Enfin, peut-être essayer de, sans me substituer au garde des Sceaux et qui aura l'occasion de vous apporter des réponses en séance, mais juste pour peut-être vous apporter quelques éléments de réponse. Si j'ai bien appréhendé la question, est-ce que vous souleviez, vous évoquiez le système de reconnaissance conjointe anticipé devant notaire que vous avez présenté comme un recul. Alors effectivement, c'est le système qui a été adopté pour assurer la filiation des deux membres du couple. Alors ça peut paraître comme effectivement un recul, ou en tout cas un peu étonnant, effectivement du point de vue de la mère biologique, mais ça a des vertus effectivement de simplification d'une part pour les deux membres du couple, et c'est une démarche commune auquel procède chacun des deux membres du couple pour reconnaître l'enfant et que la filiation soit assurée. Voilà, je pense que c'est ça qui a guidé cette suite de simplification, notamment pour ne pas avoir à passer par l'adoption pour la femme qui, elle, n'est pas la mère biologique. C'est ce qui a motivé, c'est le dispositif qui a été en tout cas déterminé pour assurer, faire face à ce genre de situation. Voilà pour ces premiers éléments, et donc c'est pas perçu par le gouvernement comme un recul, mais au contraire, plutôt une avancée et une simplification pour assurer la filiation envers les deux membres du couple. Voilà. Merci. Pour l'instant, j'ai 4 collègues inscrits. Un 5e vient de s'inscrire. Je passe la parole à Madame Cohen, Laurence Cohen. Merci, Monsieur le Président, et merci, messieurs les ministres. Moi, je me réjouis que ce texte puisse venir en seconde lecture, avec, c'est vrai, du retard, mais on est quand même dans une situation particulière avec cette pandémie. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été posées. J'aimerais avoir quelques précisions, messieurs les ministres, parce qu'effectivement, plusieurs de mes collègues l'ont souligné, vous l'avez souligné, et on l'a dit dans les débats. Parmi les mesures, il y en a une qui était très attendue depuis au moins 10 ans, c'était donc l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, même si on ne doit pas se focaliser là-dessus, parce que la loi de bioéthique est bien au-delà de cette simple mesure. Mais je voudrais quand même avoir, par rapport à l'article 4, quelques précisions, parce qu'en même temps, est maintenu un régime dérogatoire, ça a été un peu souligné en matière de filiation, justement pour les enfants nés par PMA. Et même si la rédaction actuelle évolue, enfin a évolué tout à fait positivement par rapport à la version initiale, le fait de quand même créer 2 régimes différents entre les couples hétérosexuels et les couples lesbiens institue obligatoirement une discrimination et non reconnaissance à parfaite égalité de ces familles. Donc j'aimerais avoir votre sentiment et savoir comment est-ce qu'on peut... est-ce que vous pensez qu'il est possible plutôt de faire évoluer positivement les choses pour éliminer, faire reculer cette discrimination ? Ma deuxième question, c'est, je vais aussi moi me cantonner à 3 questions, a priori c'est la règle, mais ma deuxième question, c'est que notre groupe, le groupe communiste républicain citoyen écologiste, avait fait adopter un amendement de suppression de l'article 17 sur la création d'embryons chimériques ou transgéniques, parce que nous avions estimé, et ça avait été partagé, que c'était dangereux. Et l'Assemblée nationale est revenue sur cette suppression en proposant effectivement une nouvelle rédaction, mais cette nouvelle rédaction nous semble encore quand même plutôt dangereuse, car elle laisse la porte ouverte en quelque sorte. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut encore faire, enfin j'espère qu'on peut encore faire bouger ce texte. Et enfin, ma dernière question concerne plus particulièrement l'article 21 bis, sur les traitements destinés aux enfants qui présentent une variation de développement génital, qui reste donc
permise. Et même si là encore la rédaction a évolué, il semblerait que cette rédaction reste quand même insuffisamment claire, je dirais, et insuffisamment contraignante face finalement à ce qu'on peut appeler des mutilations sexuelles génitales imposées. Donc là encore, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir évolution dans le bon sens, toujours dans l'intérêt évidemment des populations dont on parle? Je vous remercie. Merci. Nous allons passer en visioconférence avec M. Delège. Dominique Delège. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous m'entendez. Très bien. Le gouvernement a souhaité favoriser le congé paternité en réformant le congé parental et en incitant les pères à partager ce congé avec les mères, ce qui est une bonne chose, et en justifiant cela par l'importance et la présence du père. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec cette paternité qui n'existerait plus, mais cette double maternité et donc l'absence du père dans ce projet de loi? Je voudrais que le gouvernement puisse m'éclairer sur ce qui m'apparaît être une contradiction. Merci. Merci, M. Delège. La parole est à M. Mohamed Soili. Merci, Monsieur le Président, et merci, Messieurs les ministres, pour vos éclairages. Alors, la question que je voulais poser était relative au PHRC et le DPIA, et Madame la rapporteure Imbert l'a posée. J'en ai une autre en réserve. Si vous demandez, Messieurs les ministres, si vous pouvez nous donner un calendrier prévisible de l'entrée en vigueur des premières PMA pour les couples de femmes. Est-ce qu'il serait envisageable que d'ici la fin de cette année, on puisse avoir les premières PMA? Ce n'est pas de la devination que je vous demande, mais après le calendrier parlementaire, est-ce qu'on pourrait avoir un agenda prévisible? Merci. Merci bien. Je vous laisse répondre à cette première salve. Après, il restera 4 collègues pour l'instant. Peut-être laisser la parole à Adrien Taquet pour la question sur il y avait plusieurs questions qui relevaient la question du sénateur Delège notamment, et puis il y avait un point sur la filiation. Un point sur le congé paternité et sur le père. Le congé paternité qui est, je vous le rappelle, un congé paternité d'accueil du jeune enfant, qui effectivement en loi de finances de la sécurité sociale a été adopté à l'unanimité, à la quasi-unanimité même ici, je crois, en séance, avec un doublement du congé paternité et avec l'introduction d'une semaine obligatoire. Pour l'instant, il m'a semblé entendre dans la question qu'il était question de réformer le congé parental pour qu'il soit davantage partagé par les deux membres du couple. Alors ce n'est pas quelque chose qui a encore été mis à l'étude ni travaillé pour l'instant. Peut-être qu'effectivement, ça le sera dans les semaines ou les mois à venir, puisque c'était une recommandation notamment de la commission Cyrulnik autour des 1000 premiers jours de l'enfant. Sur cet aspect-là et sur la question du père, on sait bien, vous le savez, qu'il y a un certain nombre... aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui n'a été menée qui a pu montrer que que le développement de l'enfant, puisque c'est ça le point de départ qui est le nôtre, et en tout cas peut-être le mien un peu plus encore, ces études montrent que le développement de l'enfant n'est pas altéré dans le cadre d'un couple homoparental ou si on est uniquement avec un de ses parents pendant ces jeunes années. Ce qui compte, c'est l'altérité, on a tous des liens d'attachement multiples qui nous ont façonnés dès les plus jeunes années de notre vie, et ce n'est pas tant le genre des membres du couple de nos parents qui a un impact à cet égard. Donc il n'y a pas de contradiction à notre point. On semble que l'un comme l'autre sont des progrès sociétaux importants attendus par nos concitoyens, à la fois effectivement l'extension du congé paternité et l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules de l'assistance médicale à la procréation. Alors effectivement, sur l'article 21 bis, Madame la sénatrice Cohen, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale,
Il y a eu de nombreux amendements qui venaient de différents partis politiques qui avaient été déposés sur ce sujet-là, ceux visant à interdire les actes chirurgicaux précoces en l'absence d'urgence vitale ne pouvaient être acceptés. Le gouvernement a pu donner un avis favorable à l'amendement du député Gérard, qui prévoyait la prise en charge systématique des enfants présentant une variation du développement génital par les équipes pluridisciplinaires spécialisées, dans le cadre d'une concertation qui visait à établir le diagnostic et les propositions thérapeutiques possibles, y compris l'abstention thérapeutique et leurs conséquences. C'est un amendement qui a été adopté à une très large majorité, qui s'inscrit selon nous parfaitement dans l'esprit des recommandations qui avaient pu être formulées par le CCNE, c'était l'avis 132, et qui avait fait suite à une saisine de nos services. C'est une rédaction qui nous semble équilibrée, un amendement qui correspond également à la ligne proposée et défendue par le ministère à l'issue d'une série d'entretiens que nous avions conduits l'année dernière, entre avril et juin 2019, avec les différentes parties prenantes, et notamment des médecins experts ou des associations qui sont plutôt en pointe, investis sur ces questions-là. Je pense à Amnesty International, à Surénal ou encore au JSS, Alter Corpus et CIA. Voilà, donc la rédaction qui a été adoptée à l'Assemblée nationale nous semble être équilibrée et satisfaisante, en tout cas à nos yeux. Il me reste à répondre à la question du calendrier pour le sénateur Soigny. Sur le calendrier, on travaille en temps masqué et en parallèle des débats sur les textes d'application de la loi pour qu'ils puissent sortir vite. Donc si la loi a été adoptée en lecture définitive avant l'été, on pourrait en sortir les textes d'application dans la foulée, immédiatement. Alors il y a la saisine du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut prendre quelques semaines. Ensuite, on promulgue la loi. Les textes d'application peuvent sortir très vite. L'idée est qu'on puisse lancer les parcours de PMA, effectivement, dans la fin de l'année 2021 pour les premiers parcours. Les naissances mettront évidemment quelques mois de plus, mais ça, ni vous ni moi n'y pouvons quoi que ce soit, monsieur le sénateur. Je voulais répondre sur la question des examens à visée neurologique. En fait, c'est le Conseil d'État qui nous enjoint à supprimer le recours aux techniques à visée neuro. Il demande d'interdire expressément l'IRM fonctionnel à des fins judiciaires et à nous prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires. Par exemple, le détecteur de mensonges pour statuer sur la culpabilité de quelqu'un. Vous savez que ce n'est pas possible dans notre pays. Sur l'amendement qui a été adopté au Sénat en première lecture, il y avait un risque inconstitutionnel. Il n'appartient pas au pouvoir réglementaire de limiter par décret les moyens de preuve dont disposent les juges. Voilà en droit les raisons pour lesquelles nous sommes revenus en deuxième lecture. On a proposé de revenir sur les dispositions telles qu'adoptées par le Sénat. Oui, voilà, excusez-moi, je me rends compte qu'on a effectivement oublié de répondre aussi à votre première question, Madame la sénatrice Cohen, sur les deux régimes différents, effectivement. Bon, là aussi, enfin, sans vouloir botter en touche, comme on dit, et le garde des Sceaux aura probablement l'occasion de revenir sur ce sujet-là, mais effectivement, c'est le régime qui a été élaboré et qui nous semblait, au ministère de la Justice le plus sécurisant, notamment pour la filiation des enfants et le plus égalitaire aussi, même si effectivement on crée deux régimes différents. Mais en tout cas, c'est le compromis qui a été trouvé afin d'assurer la filiation et de sécuriser, notamment du point de vue de l'enfant, la filiation au couple de femmes. Voilà. Après de nombreuses réflexions, de nombreux échanges sur cette question-là, notamment au cours de la navette parlementaire, puisque, sauf erreur, si ma mémoire est bonne, ce n'était pas forcément le dispositif qui avait été initialement prévu, si mes souvenirs sont bons, par le garde des Sceaux de l'époque, Nicole Belloubet. Merci bien. Donc maintenant, je vais céder la parole à Victoire Jasmin. Oui, merci Monsieur le Président, merci Messieurs les ministres. Je souhaite attirer votre attention sur le conseil génétique. Ce conseil génétique particulièrement pour tout ce qui concerne les différentes hémoglobinopathies et particulièrement sur la drépanocytose et les thalassémies. Alors, d'une part, le diagnostic néonatal se fait déjà, mais ne se fait pas partout sur le territoire. Or, on voit de plus en plus naître des enfants qui seraient drépanocytaires et c'est seulement à la naissance que les parents ont l'information. Donc maintenant que nous travaillons sur ce texte, en deuxième lecture, c'est vrai, je suggère en tout cas, Monsieur le ministre, que vous puissiez trouver les moyens d'intensifier le conseil génétique
particulièrement sur ces aspects-là, parce que même si aujourd'hui, en termes de thérapeutique, il y a des avancées, il y a également des greffes osseuses, il y a des thérapies géniques qui sont là, il y a un certain nombre de dispositions, mais on voit encore naître trop souvent les enfants drépanocytaires sans que les parents soient informés au préalable. Donc là, c'est une attention particulière, tout simplement. Et comme il y a le volet conseil génétique, et puis il est aussi question, selon moi, de voir des différents professionnels qui pourraient évidemment être habilités pour faire ce conseil génétique en fonction des territoires, et de les former pour qu'ils aient l'intégralité des informations, particulièrement sur ces aspects-là. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Carucci, pour la suite. Ah ben voilà. J'en ai trouvé un qui ne marche pas. Ça ne m'étonne pas. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, moi, je ne suis pas un progressiste pragmatique. Je suis un conservateur pragmatique. Sur ce texte, au Sénat, j'ai voté pour la PMA, pour l'extension de la PMA, mais je me suis abstenu sur l'ensemble après avoir interpellé Madame Buzyn à l'époque, quand je lui ai dit, Madame la Ministre, voilà le texte du Sénat, il va partir à l'Assemblée, dites-moi ce que le gouvernement va avoir comme position par rapport à ce texte global et par rapport à ce que va demander l'Assemblée. Et lorsque Mme Buzyn m'a dit, par définition, nous ne conserverons pas le texte du Sénat sur une bonne partie des éléments, j'ai considéré que je n'allais pas me ridiculiser à voter pour le texte pour savoir que le gouvernement allait ensuite faire en sorte que ce texte ne soit en rien celui de l'Assemblée. Bien m'en a pris, puisque je vois bien que le texte qui revient de l'Assemblée a passablement charcuté le texte qui est sorti du Sénat. Je considère que vous avez raison, Monsieur le Ministre, la loi court souvent après la pratique. Mais pour autant, la responsabilité du législateur, elle est aussi d'accepter les évolutions, de les mettre en musique, de les encadrer, de faire en sorte que l'évolution sociétale ne soit pas forcément quelque chose qui n'ait pas de cadre précis. Sinon, ça veut dire que dès qu'il y a une évolution dans la société, on l'accepte, on légifère dessus, on accepte que l'évolution, quelle qu'elle soit d'ailleurs, soit la loi, et ça n'est pas possible. Sinon, autant dire qu'il n'y a plus de Parlement et que les réseaux sociaux suffisent. Donc, moi, ma question, elle est extrêmement simple, messieurs les ministres. On va avoir ce long débat encore au Sénat. J'imagine que sur la filiation, que sur ce dont parlait Mme Cohen, et j'ai souvenir d'avoir soutenu l'amendement du groupe CRCE à l'époque, sur un certain nombre d'éléments, sur l'encadrement de la PMA, qu'est-ce qui vous apparaît essentiel en fait? Parce que moi, ce qui m'apparaissait essentiel dans ce texte au point de départ, c'était de dire on crée un droit nouveau, l'extension de la PMA. Mais dans mon esprit, il fallait que le reste ne soit pas des éléments qui puissent choquer tel ou tel, et que l'on puisse encadrer et avancer ensemble, tous ensemble. Est-ce que, si on vote, comme la fois précédente, au Sénat, un certain nombre d'éléments, le gouvernement, puisque effectivement la navette va continuer, le gouvernement peut évoluer avec nous, avancer avec nous, ou bien est-ce que vous considérez que par définition vous avez une majorité à l'Assemblée nationale et que même s'il y a bien des éléments transgroupes, est-ce que vous ne considérez pas que ce serait quand même mieux que sur les textes, en tout cas sur les textes bioéthiques, on arrive non pas à des consensus, on n'y arrivera jamais, mais en tout cas à des situations où la plus grande partie des élus se sentent concernés, impliqués, associés, et que la société française puisse évoluer de manière plus sereine et moins par à-coups. Voilà, moi je ne sais pas ce que je ferai cette fois-ci. Si franchement j'ai le sentiment que ça ne sert à rien
de faire avancer, je changerai peut-être de vote. Mais parce qu'arrive un moment où il faut qu'il y ait quand même un suivi. C'est-à-dire le gouvernement peut demander au Parlement le soutien sur un texte, sur des éléments lourds, mais le parlementaire peut aussi demander au gouvernement qu'est-ce qui vous apparaît essentiel, qu'est-ce que vous allez faire pour quand le Sénat et l'Assemblée arrivent à un accord. Si c'est pour être au final battu par un texte de l'Assemblée qui ne reprend en rien les éléments du Sénat, sincèrement, bon, c'est la procédure, on va la respecter, mais elle me paraît excessivement longue pour un rapport de force et non pas un rapport de consensus. Merci. Monsieur Chassaing. Là, il marche. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Donc, moi, j'ai favorable à cette loi, puisque, en fait, les femmes seules en couple allaient à l'étranger à condition d'avoir suffisamment d'argent. Et c'est donc une avancée sociale et sociétale. Mais après, M. Karouchi, je voulais poser quelques questions. C'est vrai que, notamment, sur ce qui est dit, et c'est l'inverse de ce qui a été demandé, ce qui a été proposé par le Sénat, c'est informer l'enfant avant sa majorité qu'il est né d'un don. Peu d'enfants le demandent et dans les études que j'ai lues, effectivement, il y a peu d'enfants qui le demandent. Et en fait, l'anonymat, c'était aussi pour protéger les parents, les donneurs et l'enfant. Une autre question aussi sur le consentement du conjoint qui va son anonymat va être levé et le donneur, son conjoint, doit, c'est ce qu'avait décidé le Sénat, de pouvoir donner son avis. Enfin, la conservation des gamètes dans des établissements à but lucratif, puisqu'il n'y aura pas ces établissements. Et enfin, une dernière question sur le DPI. Beaucoup de femmes vont aussi à l'étranger parce que, après beaucoup de fécondation in vitro, il peut y avoir beaucoup de fausses couches liées à des anomalies chromosomiques. Et en France, le DPI donc, ne sera pas autorisé. Donc je pense que c'était aussi quelque chose d'important pour ces femmes qui font des fausses couches à répétition. Merci. Merci bien. Je vous laisse répondre. Alors, il y avait une question qui portait sur le conseil génétique, Madame la sénatrice, le moyen de densifier. Vous preniez l'exemple de la drépanocytose. Le SDM impactant plus spécifiquement certaines, donc le syndrome drépanocytaire, pardon, ce qu'on appelle le SDM, impactant plus spécifiquement certaines populations. Le dépistage est aujourd'hui ciblé en France métropolitaine en fonction de l'origine géographique des personnes. Des parents, et il est proposé à tous les nouveau-nés en territoire ultramarin. Ce ciblage, il avait besoin d'une réévaluation pour voir s'il était toujours d'actualité ou non, ou s'il fallait faire évoluer. Donc c'est la Haute Autorité de Santé qui est chargée de le faire. Je ne vais pas vous mentir, on attendait un avis de la Haute Autorité de Santé en 2020. Il a été retardé compte tenu de la crise sanitaire et des multiples travaux que nous demandons à la chaise dans la période, mais il devrait arriver prochainement. C'est un point qu'on regarde. Sur la question d'ailleurs plus généralement sur le conseil génétique en Outre-mer, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a très peu de conseils génétiques en Outre-mer. Pas suffisamment en tout cas. Et donc il y a des naissances nombreuses de personnes atteintes de drépanocytose sans information préalable des parents. C'est pour ça que l'article 25 du projet de loi il prévoit l'extension des missions des conseillers en génétique de manière à pouvoir développer l'offre avec une attention particulière qui sera portée au territoire ultramarin. Sur monsieur le sénateur Karouchi, alors pardon, mais comme je n'étais pas au banc en première lecture, je ne sais pas sur la nature des articles qui avaient emporté un vote de neutralité et auquel vous êtes, enfin, finalement, sur quels articles et quels amendements, quels apports du Sénat vous étiez particulièrement attachés, parce que parfois on est attaché à certains amendements qui ont été adoptés, pas forcément à tous d'ailleurs. À l'Assemblée nationale, ils nous disent la même chose, et même nous, comme gouvernement, on est très attachés à certains articles en l'état et d'autres qu'on a pu faire évoluer. C'est aussi ainsi qu'un texte évolue, mais vous avez beaucoup plus d'expertise que moi en la matière et d'expérience. Mais il y a des choses qu'on n'a pas gardées, oui, et qui avaient été adoptées par le Sénat. La non prise en charge par l'assurance maladie de la PMA. Moi, je pense que c'est normal que ce soit l'assurance maladie qui le prenne en charge.
Et donc ça, je peux vous dire qu'au banc, je tiendrai une position ferme sur cette question. Il faut que l'AMP puisse être prise en charge par l'assurance maladie. On vient de se dire que l'obstacle financier était inégalitaire, inéquitable, et que les femmes qui pouvaient mettre de côté 5 000 € pour partir à l'étranger pouvaient bénéficier d'une PMA, celles qui ne pouvaient pas n'en bénéficiaient pas. On ne va pas créer un obstacle au sein même de notre territoire avec une technique qui serait reconnue comme autorisée légale. Et par ailleurs, on a rétabli l'article 2 sur l'autoconservation également, qui est un point qui est important et que nous défendrons également en deuxième lecture au Sénat. Par contre, il y a des choses qu'on a gardées des travaux des sénateurs. L'article 7 ter sur le don du corps, l'article sur le don du sang pour les majeurs protégés, ce que vous aviez un peu ce qui allait dans le sens de ce que vous aviez dit, sénateur Jomier, les enjeux sur le dépistage néonatal, mais également l'article 2 sur l'ouverture au privé, que j'avais moi-même défendu d'ailleurs au Parlement en première lecture sans succès, mais que j'ai pu défendre au banc en deuxième lecture avec succès. Et donc il a pu être aussi conservé, c'est important de le dire. Donc après, je ne sais pas si ça répond à votre question, si vous voulez être plus précis dans ce qui vous faisait vraiment, ce qui vous tenait à cœur. Et pour le sénateur Chassaing, sur le don anonyme, peut-être que tu veux répondre, Adrien. Oui, et ce sera peut-être aussi un élément de réponse, peut-être, j'espère, en direction du sénateur Carucci. Parce que, monsieur le sénateur Chassaing, sur cette question de, effectivement, la possibilité pour les groupes de parents bénéficiaires de l'AMP de disposer d'informations identifiantes avant la majorité de l'enfant, c'est plutôt une disposition à laquelle le gouvernement était opposé. Et moi-même, d'ailleurs, qui était au banc à ce moment-là lors des débats à l'Assemblée nationale, ai défendu plutôt une position contraire parce que ça induisait, selon moi, paradoxalement au nom de l'intérêt de l'enfant. Parce que ça introduisait une asymétrie et que dans toutes les familles, tout ne se passe pas toujours bien. Et que mettre dans les mains des parents ce type d'informations dans des cadres conflictuels me semblait pouvoir porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc c'est un aspect sur lequel, si la Commission, les rapporteurs veulent poursuivre la réflexion, notamment étayer ça de façon technique, ça sera un point, monsieur le sénateur Carucci, sur lequel le gouvernement pourra évoluer et faire en sorte que ce texte soit un peu plus encore ce que moi je considère être un texte plutôt consensuel, des débats qui ont été plutôt apaisés et constructifs, et dans l'hémicycle et dans la société. Le ministre le répétait, je crois que 6, 7, peut-être 8 articles ont été adoptés conformes. Et je crois que les points peut-être d'opposition entre le gouvernement et le Sénat, je crois, sont un peu sans surprise, c'est-à-dire sont conformes aussi à ce que le gouvernement avait pu émettre comme position dès le début. Voilà. Mais en tout cas, sur ce point-là, il y a une porte ouverte pour des échanges. Voilà. J'ai répondu par anticipation aussi à l'autre question du sénateur Chassaing sur la conservation par les centres privés. Oui, j'ai déjà répondu du coup. C'était votre commission sénatoriale qui l'avait introduit en première lecture au Sénat. Il y avait un avis défavorable du gouvernement en lecture dans l'hémicycle sénatorial et les sénateurs avaient voté contre. Ça a été réintroduit à l'Assemblée nationale, complété d'une interdiction de dépassement, tant d'ailleurs dans les établissements publics pour l'activité libérale des praticiens hospitaliers que pour les autres. Et donc le gouvernement avait donné un avis favorable et on avait repris la proposition de votre commission. Merci. Nous continuons avec la présidente de Roche. Merci, Président. Avant de venir au point de ma question qui concerne l'article 20, moi, je voulais préciser un peu aussi, comme Roger Carucci, comment j'avais été pour ma part un peu choquée de la façon abrupte dont la ministre Buzyn avait terminé le débat, alors que nous avions sur beaucoup de points été parfois en phase avec elle sur des sujets. Je pense par exemple à utiliser en post-mortem des dons de gamètes et autres. Et en effet, sa conclusion en disant « mais de toute façon, tout sera revu à l'Assemblée nationale » m'avait paru assez peu conforme à l'ensemble du débat. Et je pense qu'en effet, on en avait tous été un peu choqués. Bon, ma question, c'est l'article 20. Il a été rajouté concernant l'IMG de façon très précise que le péril pouvait résulter d'une détresse psychosociale. Or, cette détresse, elle est déjà prise en compte par les équipes qui pratiquent des interruptions médicales de grossesse. Donc,
pourquoi avoir introduit ceci en plus, puisque ça existe déjà, et pourquoi faire primer ce critère sur d'autres en le mettant ainsi en exergue? C'était ma question. Merci. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, des moments de lassitude ou d'exaspération. Monsieur Salmon, pardon. Oui, bien sûr. Merci, messieurs les ministres. Le groupe écologiste dont je fais partie salue déjà les avancées notables de ce texte après cette deuxième lecture. Donc voilà, nous souhaitons le noter. Je reviendrai simplement sur l'article 4 qui a déjà été évoqué plusieurs fois. Nous pensons aussi qu'il aurait été tellement plus simple d'appliquer le droit commun pour un couple de femmes qui faisait une PMA, plutôt que d'ajouter un droit, une exception qui a tendance, une fois de plus, à troubler et à créer de la confusion. Donc voilà, je pense que quand on peut faire simple, faisons simple. Le second point concerne les opérations qui sont effectuées sur les personnes concernées par des variations de développement sexuel. Donc on en a déjà parlé, mais ces opérations qui visent à leur assigner un sexe sont faites parfois très tôt et ne sont pas sans poser de grands soucis de souffrance. C'est parfois perçu comme des mutilations. Nous pensons qu'il faudrait, lorsque ce n'est pas une question vitale, attendre que l'enfant ait déjà parfois le temps d'exprimer son choix, parce que des fois on fait des opérations, on va dire, prématurément. Cela touche effectivement peu d'enfants, puisque sur 800 000 naissances en France, c'est à peu près 200 enfants qui sont concernés chaque année, mais c'est quand même 200 enfants. Ça a tendance d'ailleurs à s'accroître, et en tant qu'écologistes, bien entendu, nous faisons le lien avec des pollutions environnementales pour une part, et ce sont des causes qui sont déjà avancées dans de nombreuses études, donc il faudrait s'attacher aussi à la base. Voilà, donc je pense que nous déposerons un amendement concernant le fait que nous puissions attendre que, lorsque c'est possible, que l'enfant donne son avis sur le sexe qu'il considère qui va être le sien. Merci. Merci bien. Madame Meunier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Véran, vous avez dit au début de l'audition que parfois les pratiques précédaient la loi. Vous avez raison, et donc parfois le législateur doit se faire un peu bousculer. Moi, je voulais vous interroger sur les aspects de calendrier, enfin plutôt les modalités de révision de cette loi. Vous avez dit aussi au début de notre rencontre, là, vous avez parlé de 5 ans. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien ça. Donc c'est de 7 ans, puisqu'il y a eu un article 32 là, qui a donc précisé 7 ans après promulgation de la loi. Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu trop, c'est-à-dire que celle-ci était déjà, enfin 2011, la dernière, donc ça fait 10 ans, et compte tenu de la rapidité, à la fois de la recherche, mais aussi des comportements ou des évolutions sociétales, est-ce que vous pensez que 7 ans est une bonne temporalité, en sachant que l'article 32 parle aussi de l'évaluation tous les 4 ans par l'Office parlementaire d'évaluation l'OPEX. Voilà, donc là-dessus, monsieur le ministre. Merci, Madame Meunier. C'est une question que je voulais vous poser, Monsieur le ministre, sur les 5 ans. À l'époque, la loi précédente de bioéthique, j'en étais le rapporteur au Sénat et j'avais eu des relations avec le ministre chargé des relations avec le Parlement d'époque concernant 7 ans ou 5 ans, et c'est le Sénat qui avait fait passer à 5 ans. Et je souhaite que le Sénat le refasse passer à 5 ans. Je laisse la parole à Monsieur le ministre. Alors, oui, non, pardon, sur la question des 5 ans ou des 7 ans, c'était la sagesse laissée aux législateurs. Hein. Le gouvernement n'a pas pris parti. Après, je veux dire, si on prend la question des tests génétiques, par exemple, est-ce que ça tient 7 ans?
vu l'évolution des techniques, vu l'attrait pour les gens. Aujourd'hui, c'est encore gadget, mais enfin demain, si on voit qu'il y a une utilité, c'est pas la loi qui le freinera. Donc il y a des choses qui sont amenées à réviser plus vite. Ce qui est certain, c'est qu'avec ce qu'on appelle les NBIC, les neurobiotechnologies, l'informatique, la cognition, la génomique, ça va tellement vite, ça évolue tellement vite que ça nous forcera forcément, nécessairement, on aura à se poser des questions. Enfin, ceux qui nous succéderont auront des questions à se poser plus fréquemment que ça. Et à côté de ça, le temps législatif, il peut être très long, mesdames et messieurs les sénateurs. Je crois que la loi autorisant la recherche sur les cellules embryonnaires, elle a pris 15 ans. Et la France a pris un retard considérable. J'étais député au banc lorsqu'il y avait eu encore une mise en échec par les députés de l'opposition de l'époque de cette loi. On avait repris encore un an. Et puis finalement, on se rend compte que maintenant que c'est autorisé, ça fonctionne très bien et que personne ne veut revenir dessus. J'entends même parfois certains députés qui avaient voté contre à l'époque s'étonner que la recherche biomédicale française ne soit pas plus avancée que ça. Peut-être que si on se donnait les moyens législatifs pour permettre à la recherche de se développer, sans avoir de peurs qui ne sont pas forcément fondées, on irait encore plus vite. Donc, moi, je reste très très modeste par rapport à notre capacité à trouver le bon timing pour réviser les lois de bioéthique. Ça s'accélère considérablement. Donc moi, je vous dirais, si vous souhaitez le passer à 5 ans, le gouvernement dira sagesse. Si vous le souhaitez le laisser à 7 ans, le gouvernement dira sagesse. Voilà. Sagesse du législateur sur cette question. Sur l'IMG psychosocial, Madame la Présidente de la Commission. L'IMG psychosocial, ce que j'ai compris du débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, c'est que, au fond, la pratique existe, elle est légale, mais elle est inéquitablement comprise sur le territoire national. Et donc, certaines équipes en charge de déterminer si une IMG pouvait être faite ou non avaient une lecture du droit qui n'était pas forcément la même que les équipes de territoires voisins. Et donc, j'ai plus vu dans cet amendement porté par des parlementaires une forme de rappel à la loi qu'une ouverture de droit. Et j'ai entendu des réactions parfois extrêmement vives de gens qui considéraient que là, on avait porté une atteinte incroyable à l'existant et qu'on avait fait évoluer en catimini le droit. En réalité, tous les juristes vous le diront, le droit n'a pas évolué en tant que tel. C'est un rappel dans le droit qui clarifie le droit déjà existant. Et donc, le gouvernement a donné un avis de sagesse, là aussi au banc, comme quoi, vous voyez, monsieur le sénateur Karoutchi, le gouvernement a donné, s'en est plusieurs fois remis à la sagesse des parlementaires, considérant que c'était un additif à une loi qui ne rajoutait rien au droit, mais qui pouvait en améliorer la compréhension. Donc les députés ont décidé de voter pour. Nous suivrons les débats au Sénat sur cette question s'ils ont lieu. Voilà, moi j'ai répondu à ma partie. Il y avait encore une question sur les variations sexuelles pour Adrien Taquet. Oui, monsieur le sénateur, sur ce sujet-là et en complément des éléments transmis effectivement à la sénatrice Cohen, redire que l'équilibre nous semble avoir été trouvé dans la formulation adoptée par l'Assemblée nationale, que c'est une fois encore plutôt dans l'esprit des recommandations du Comité consultatif national d'éthique et de sa recommandation 132, et puis que au final la question est celle de la nécessité médicale ou pas, en réalité. C'est ça la question à laquelle les professionnels de santé sont confrontés dans ce genre de situation. Et il appartient, et nous devons, me semble-t-il, laisser aux professionnels de santé l'opportunité d'apprécier ou pas la nécessité médicale. Et c'est ni aux législateurs et ni au gouvernement non plus d'apprécier cela ou de systématiser forcément ce genre de position et plutôt de laisser cette appréciation aux professionnels de santé qui sont confrontés au cas par cas à ces situations-là. C'est ça la position d'équilibre, je crois, qui a été trouvée et qui me semble relever de la sagesse. Voilà. Donc c'est plutôt cette position que nous continuerons de défendre. Merci. Y a-t-il encore des questions? Non. Bien, messieurs les ministres, oui, vous aurez largement le temps d'aller à vos réunions suivantes. Merci en tout cas de toutes ces réponses constructives. Et puis, rendez-vous bientôt en séance sur le sujet.